Céleste Moreau n'avait jamais imaginé que les erreurs de son père l'amèneraient ici, debout dans le bureau somptueux d'Étienne Delacroix, l'un des milliardaires les plus impitoyables de France. Les baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur Paris comme un tableau coûteux, mais Céleste ne pouvait pas apprécier le panorama. Son cœur battait contre ses côtes, tandis qu'elle fixait le contrat posé sur le bureau en acajou poli. « Permettez-moi de bien comprendre, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Mon père a détourné de l'argent de votre entreprise et au lieu de porter plainte, vous voulez... moi ?» Les yeux bleus acier d'Étienne l'étudiaient avec une précision calculatrice. À 35 ans, il avait bâti un empire grâce à des tactiques commerciales impitoyables et une ambition sans excuse. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, son costume sur mesure impeccablement taillé sur sa silhouette athlétique. Votre père a volé 8 millions d'euros, mademoiselle Moreau. L'argent, je peux le récupérer. Mais le temps, l'emprisonnement le détruirait. La voix d'Étienne était douce mais autoritaire. Je propose un arrangement alternatif. Céleste parcourut à nouveau le document, ses mains tremblant légèrement. Vous attendez de moi que je travaille pour vous, comme votre assistante personnelle? Entre autres tâches, répondit Étienne, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. Le contrat stipule que vous satisferez mes demandes pendant 6 mois. La dette de votre père sera considérée comme payée, et toutes les preuves de son crime détruites. Quel genre de demande? Demanda Céleste, ses yeux verts se plissant de suspicion. Étienne se pencha en avant. Rien d'illégal, si c'est votre inquiétude. Mais ne vous y trompez pas. Vous serez à ma disposition, jour et nuit. Céleste pensa à son père, comme il avait été dévasté quand il lui avait tout avoué. Comment la prison détruirait sa santé déjà fragile. Elle avait travaillé trop dur pour bâtir sa carrière d'architecte d'intérieur pour tout voir s'effondrer à cause de l'erreur désespérée de son père. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Alors demain matin, la police judiciaire recevra un dossier très détaillé sur les pratiques comptables créatives de Pierre Moreau. » Le ton d'Étienne était factuel, dénué d'émotion. Céleste prit le stylo, sentant son poids comme un fardeau. « 6 mois, et ensuite nous en avons terminé ?» 6 mois, confirma Étienne d'un hochement de tête. À moins, bien sûr, que vous ne trouviez du plaisir à travailler pour moi. Le rire de Céleste était amer, tandis qu'elle signait son nom d'une flouriche. J'en doute fort, monsieur Delacroix. Le sourire d'Étienne était prédateur tandis qu'il prenait le contrat. Vous commencez demain, 7 heures précises. Alors que Céleste entrait dans l'ascenseur privé, elle n'avait aucune idée que ce contrat changerait tout. Non seulement pour elle, mais pour le milliardaire apparemment sans cœur qui venait d'acheter 6 mois de sa vie. Céleste arriva aux pentouses d'Étienne Delacroix à exactement 6h58, déterminée à démontrer sa ponctualité. Elle portait une robe professionnelle bleu marine, qui projetait la confiance sans attirer une attention excessive. Le portier avait reçu l'instruction de l'attendre et elle fut escortée directement à l'ascenseur privé qui l'emmènerait au 78e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut surprise de trouver Étienne déjà réveillé, pieds nus en jean de créateur et t-shirt blanc simple qui semblait d'une façon ou d'une autre plus cher que toute sa tenue. Il examinait des documents au bar du petit déjeuner avec vue sur la ville, une tasse de café noir fumant à ses côtés. « Vous êtes en avance », nota-t-il sans lever les yeux. « Il y a du café dans la cuisine. » Céleste hésita avant de répondre. « Je préfère le thé, si c'est disponible. » Cela le fit lever les yeux, son expression indéchiffrable. Intéressant. La plupart des gens prendraient simplement le café. Je ne suis pas la plupart des gens, monsieur Delacroix. Et si je dois être à votre disposition pendant 6 mois, je préférerais ne pas commencer chaque journée avec une boisson que je n'aime pas. Un fantôme de sourire apparut sur son visage. Deuxième placard à gauche. Earl Grey, English Breakfast et quelques options aux herbes que je ne touche jamais. Céleste trouva une collection de thé impressionnante et se prépara une tasse d'Earl Grey. En revenant dans l'espace principal, Étienne poussa un dossier vers elle. « Votre première tâche. J'ai besoin que vous redécoriez cet appartement. » Céleste cligna des yeux de surprise. « Pardon ?»
Votre vérification d'antécédents était assez approfondie, mademoiselle Moreau. Vous êtes une architecte d'intérieur talentueuse qui a du mal à décrocher des clients de haut niveau. Considérez ceci comme votre audition. Elle ouvrit prudemment le dossier pour trouver un budget généreux et peu de restrictions. C'est inattendu. Pensiez-vous que j'allais vous demander d'aller chercher mon pressing? Étienne haussa un sourcil. J'ai du personnel pour les tâches subalternes. Je veux utiliser vos vraies compétences. Et les autres tâches mentionnées dans le contrat? Céleste ne put s'empêcher de demander. Les yeux d'Étienne s'assombrirent légèrement. Celles-ci deviendront claires avec le temps. Pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un avec du goût qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Cet endroit manque de personnalité. Céleste jeta un coup d'œil autour de l'espace minimaliste avec son schéma de couleurs monochromatiques et ses meubles coûteux mais sans âme. C'est une façon de le dire. Cela ressemble à une suite d'hôtels de luxe, pas à un foyer. Précisément pourquoi je vous ai engagé. Il se leva, soudain très proche. Règle numéro 1. Honnêteté complète en tout temps. Je déteste les menteurs. Céleste soutint son regard. Alors vous devriez savoir que je n'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Je suis ici sous la contrainte. Règle numéro 2. Continua Étienne comme si elle n'avait pas parlé. Votre temps m'appartient. Quand j'ai besoin de vous, vous venez, sans poser de questions. J'ai mes propres clients, qui seront tous dédommagés pour tout inconvénient. La dette de votre père est substantielle, mademoiselle Moreau. Céleste sentit sa colère monter. Règle numéro 3. Mon nom est Céleste. Si nous devons travailler aussi étroitement, mademoiselle Moreau semble inutilement formelle. Étienne parut momentanément surpris avant de récupérer avec un léger hochement de tête. Céleste, alors. Règle numéro 4. Ce qui se passe entre nous reste entre nous. Aucun détail de notre arrangement ne doit devenir public, jamais. Inquiet pour votre réputation, monsieur Delacroix? Céleste ne put résister à demander. Étienne, corrigea-t-il. Et je protège autant votre réputation que la mienne. Maintenant, devons-nous discuter de votre vision pour cet espace? Au cours des heures suivantes, Céleste parcourut l'appartement, prenant des notes et des mesures. Malgré elle, elle était excitée par le défi créatif. Quand elle présenta ses concepts initiaux, Étienne écouta attentivement, posant occasionnellement des questions perspicaces qui révélaient une compréhension esthétique plus profonde qu'elle ne l'avait attendue. Quand le soir approcha, Étienne reçut un appel téléphonique qui fit durcir son expression. Après une conversation tendue, il se tourna vers Céleste. « Changez-vous. Il y a un gala ce soir. Vous m'accompagnerez. » « Ce n'était pas dans le programme d'aujourd'hui, » protesta Céleste. Le sourire d'Étienne n'atteignit pas ses yeux. « Règle numéro 2, Céleste. Votre temps m'appartient. » Il la conduisit à une chambre d'invité où plusieurs robes de soirée à sa taille pendaient dans l'armoire. « La rouge, je pense. Nous partons dans 1 heure. » Alors que la porte se fermait derrière lui, Céleste s'affaissa sur le bord du lit, tiraillée entre l'indignation et un trouble flûté d'anticipation. Cet arrangement n'était déjà rien comme elle l'avait attendu, et Étienne Delacroix s'avérait bien plus complexe que l'homme d'affaires au cœur froid qu'elle avait supposé qu'il était. Ce qui l'inquiétait le plus, cependant, n'était pas ses exigences, mais la rapidité avec laquelle elle s'adaptait à elles, et la réalisation importune qu'une partie d'elle était curieuse de découvrir exactement quelle autre tâche son nouvel employeur avait en tête. Le gala de charité se tenait au musée du Louvre, transformé pour la soirée en un pays des merveilles élégants de lumières scintillantes et de fontaines de champagne. Céleste se sentait comme une imposteur dans la robe cramoisie qui lui allait parfaitement, trop parfaitement, pour avoir été achetée en prêt-à-porter. Elle se demandait avec malaise comment Étienne connaissait ses mensurations. « Arrêtez de gigoter », murmura Étienne, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos alors qu'il la guidait à travers la foule de l'élite parisienne. « Vous êtes éblouissante. Je me sens comme un accessoire, » chuchota Céleste en retour, forçant un sourire alors qu'un autre photographe mondain capturait leur image. « Vous n'êtes pas un accessoire, » répondit Étienne, ses lèvres près de son oreille. « Vous êtes mon bouclier. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire,
Une femme saisissante aux cheveux blonds platine s'approcha, son sourire prédateur. « Étienne, chéri, je commençais à penser que tu m'évitais. » Le regard de la femme glissa avec dédain sur Céleste, avant de revenir à Étienne. « Hélène, toujours un plaisir. » Son ton suggérait le contraire. « Voici Céleste Moreau, mon architecte d'intérieur et ma cavalière pour la soirée. » Architecte d'intérieur. Le sourcil parfaitement sculpté d'Hélène se haussa. Comme c'est pittoresque. Céleste tendit sa main avec une confiance délibérée. C'est un travail fascinant. Je suis actuellement en train de réimaginer l'espace de vie d'Étienne pour refléter sa vraie personnalité, plutôt que ce que les autres attendent de lui. La prise d'Étienne sur sa taille se resserra légèrement, un avertissement ou une appréciation. Elle ne pouvait pas le dire. « Et quelle personnalité serait-ce » demanda Hélène avec un rire cassant. « Étienne est à peu près aussi chaleureux que ses gratte-ciel d'acier. »« Peut-être ne lui avez-vous jamais donné de raison de montrer de la chaleur » répondit Céleste avec douceur. À côté d'elle, elle sentit Étienne réprimer un petit rire. Après qu'Hélène se soit retirée, visiblement froissée, Étienne guida Céleste vers une alcôve tranquille. C'était Hélène Monclerc, mon ex-fiancée et fille du plus gros investisseur de ma société. La compréhension se fit jour. Le commentaire sur le bouclier prend tout son sens maintenant. Elle tente de raviver nos fiançailles depuis que son divorce a été finalisé le mois dernier. Son expression était indéchiffrable. Votre présence ce soir envoie un message. Que vous êtes passé à autre chose avec quelqu'un de complètement en dessous de votre classe sociale? Céleste ne put garder l'aigreur de sa voix. Étienne étudia son visage intensément. Que j'ai trouvé quelqu'un qui ne minaude pas ou ne complote pas, quelqu'un de vrai. Le compliment inattendu laissa Céleste momentanément sans voix. Étienne profita de son silence pour la conduire sur la piste de danse, alors que l'orchestre commençait à jouer une valse. « Je ne danse pas bien », avertit Céleste, alors qu'il la tirait dans la forme appropriée. « Alors suivez mon guide », répondit-il simplement. Et d'une façon ou d'une autre, elle le fit. Ils bougèrent ensemble avec une aisance surprenante, sa main ferme contre son dos, la sienne reposant sur son épaule. Le tissu coûteux de son smoking ne pouvait pas déguiser le muscle solide en dessous. « Pourquoi l'architecture d'intérieur » demanda Étienne alors qu'il tournait gracieusement autour de la piste. La question la prit au dépourvu. « J'aime transformer les espaces. Trouver le potentiel dans quelque chose de négligé. Comme votre père. » Céleste se tendit. « Ce n'est pas juste. La vie l'est rarement. » Ses yeux tinrent les siens. « Pourtant, vous le soutenez, sacrifiant votre liberté pour ses erreurs. Il est de la famille, cela signifie quelque chose pour certains d'entre nous. » Une ombre traversa le visage d'Étienne. « Ma famille m'a enseigné une leçon qui vaut la peine d'être retenue, ne faire confiance à personne. »« Cela sonne solitaire, » dit Céleste avant de pouvoir se retenir. « Solitaire et sûr, » répondit-il, puis changea de sujet. « Demain, j'ai besoin que vous assistiez à une réunion d'affaires avec moi. Mes clients amènent leurs épouses, et j'ai besoin d'équilibre à la table. Alors je suis un ornement maintenant ?» Céleste fronça les sourcils. « Vous êtes tout ce dont j'ai besoin que vous soyez, » répondit Étienne, sa voix tombant plus bas. C'était notre accord. Alors que la danse se terminait, il garda sa main un moment plus longtemps que nécessaire. Le contact envoya un frisson importun dans l'épine dorsale de Céleste. Plus tard ce soir-là, alors que leur limousine glissait dans les rues de la ville, Céleste se trouva en train d'étudier le profil d'Étienne dans les réverbères qui passaient. Il était objectivement beau, indéniablement puissant et plus complexe qu'elle ne l'avait initialement pensé. Cela le rendait dangereux, non pas parce qu'elle le craignait physiquement, mais parce qu'elle sentait que ses défenses émotionnelles n'étaient pas aussi impénétrables qu'elle l'avait cru. « Vous regardez fixement », nota-t-il sans se tourner. « J'essaie de vous comprendre », admit Céleste. Étienne la regarda finalement, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. Beaucoup ont essayé, aucun n'a réussi. Peut-être ne regardait-il pas correctement, suggéra-t-elle. Quelque chose changea dans son regard, un éclair de vulnérabilité rapidement masqué par son composure habituelle. Ou peut-être n'y a-t-il rien qui vaille la peine d'être trouvé. Quand ils arrivèrent à son Penthouse,
Céleste s'attendait à être renvoyée à la chambre d'invités. Au lieu de cela, Étienne lui demanda de le rejoindre pour un dernier verre sur la terrasse. Sous les étoiles, avec les lumières de la ville s'étalant sous eux, ils parlèrent d'art et d'architecture, trouvant un terrain commun inattendu dans leur appréciation de la beauté et de la fonction. Il était presque 2 heures du matin quand Céleste se retira finalement dans sa chambre, conflictuelle et confuse. Elle était entrée dans cet arrangement en s'attendant à détester chaque moment, et Étienne Delacroix avec. La réalité troublante était que sous son extérieur calculé, elle entrevoyait quelqu'un de bien plus intrigant que le magnate sans cœur qu'elle s'était préparée à résister. Alors qu'elle dérivait vers le sommeil, Céleste se rappela fermement que c'était toujours un contrat, pas un choix. Toute connexion qu'elle ressentait était simplement le syndrome de Stockholm dans ses premiers stades. Pourtant, même en pensant cela, elle connaissait le mensonge pour ce qu'il était. Le vrai danger n'était pas le pouvoir d'Étienne sur sa situation. C'était sa curiosité croissante pour l'homme derrière le pouvoir. 3 semaines dans leur arrangement, Céleste se trouvait s'installer dans une routine inattendue. Le jour, elle transformait le penthouse stérile d'Étienne en un espace avec du caractère, des textures riches, des couleurs subtiles et de l'art soigneusement sélectionné qui reflétait la complexité qu'elle commençait à voir en lui. Le soir, elle l'accompagnait souvent aux dîners d'affaires ou aux événements de l'industrie, où son esprit vif et ses manières authentiques faisaient d'elle une compagne étonnamment efficace. Aujourd'hui, cependant, était différent. Étienne avait été inhabituellement distant, aboyant des ordres à son personnel et disparaissant dans son bureau à domicile pendant des heures d'appels téléphoniques tendus. Quand Céleste frappa à sa porte avec du café, préparé exactement comme il l'aimait, il reconnut à peine sa présence. « Tout va bien ?» s'aventura-t-elle, posant la tasse. « Ça va. » Son ton rendait clair que le sujet était clos. Céleste aurait dû laisser tomber, mais quelque chose dans sa posture, la tension dans ses épaules, la prise serrée sur son stylo, la fit hésiter. « Clairement, ce n'est pas le cas, » dit-elle doucement. « Et bien que je sois contractuellement obligé d'être à votre disposition, je ne peux pas aider si je ne sais pas ce qui ne va pas. » Étienne leva les yeux brusquement, son expression orageuse. « Ce qui ne va pas, c'est que Montclair Investissement retire son soutien de mon nouveau projet de développement, 8 mois après le début de la construction. Le père d'Hélène tente de me saboter parce que je ne me réconcilierai pas avec sa fille. » Céleste s'appuya contre son bureau. « Y a-t-il un autre investisseur que vous pourriez approcher ? Pas avec Montclair qui se retire publiquement. Cela envoie un signal que quelque chose ne va pas avec le projet. » Il passa une main dans ses cheveux, habituellement impeccables. « J'ai 48 heures pour sécuriser un financement alternatif où tout le développement s'effondre. Emportant une partie significative de votre fortune avec lui, » devina Céleste. Le rire d'Étienne n'avait aucun humour. « Et les emplois de 300 employés, des gens avec des familles, des hypothèques. » Il semblait véritablement troublé, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui dépendaient de lui. C'était un côté de lui que Céleste n'avait pas attendu de voir, une véritable préoccupation pour les autres. « Laissez-moi vous aider, » dit-elle impulsivement. Le sourcil d'Étienne se haussa avec scepticisme. « À moins que vous n'ayez 100 millions d'euros cachés dans cette élégance décontractée que vous appelez une garde-robe, je ne vois pas comment. » Céleste ignora la pique. « J'ai conçu le hall et les espaces publics du siège de Hamilton Capital l'année dernière. Christophe Lemaire me doit une faveur. » L'expression d'Étienne passa de dédaigneuse à intriguée. « Hamilton Capital ? Ils investissent rarement dans l'immobilier. » Christophe cherche à diversifier. Et il déteste Philippe Moncler, presque autant que vous. Céleste sortit son téléphone. « Je peux arranger une réunion demain. » Étienne se leva si brusquement que Céleste fit un pas instinctif en arrière. « Vous feriez cela ? Pourquoi ?» L'intensité de son regard la rendait nerveuse. 300 emplois sont en jeu. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne veux pas vraiment vous voir échouer. Quelque chose scintilla dans ses yeux. Surprise, peut-être, ou suspicion. Passez l'appel. 24 heures plus tard, Céleste était assise silencieusement dans la salle de conférence privée d'Étienne alors qu'il finalisait les détails avec Christophe Lemaire. Sa simple introduction
avait fleuri en un partenariat encore plus avantageux que l'arrangement original de Montclair. Après le départ de Lemaire, Étienne resta debout à la fenêtre, son dos à Céleste, silencieux si longtemps qu'elle se demanda si elle devrait partir. Finalement, il se tourna. « Merci. » 2 mots simples, mais venant d'Étienne Delacroix, ils portèrent le poids d'un long discours. « De rien, » répondit-elle, étrangement affectée par sa gratitude. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ?» demanda-t-il, se rapprochant. « La vérité, Céleste. » Elle considéra de détourner mais se rappela sa règle. Honnêteté complète. « Parce que j'ai vu un autre côté de vous ces dernières semaines, quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Qui exige l'excellence parce que vous l'attendez de vous-même d'abord. Qui se souvient des noms du personnel d'entretien et demande des nouvelles de leurs enfants. » Elle prit une inspiration. « Cette personne mérite le succès, indépendamment de notre situation compliquée. » Étienne étudia son visage comme s'il cherchait la tromperie. N'en trouvant aucune, il se rapprocha encore, jusqu'à ce qu'à peine un pied les sépare. « Notre arrangement était supposé être simple, » dit-il, sa voix basse. « Vous travaillez pour moi, vous satisfaites mes demandes. 6 mois et nous nous séparons. » Le cœur de Céleste commença à battre la chamade. « Et maintenant je me trouve vouloir des choses en dehors des paramètres de notre contrat. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Étienne ferma la distance entre eux, une main venant se poser à la courbe de sa taille, l'autre inclinant doucement son menton vers le haut. Ses yeux posèrent une question silencieuse. Céleste savait qu'elle devrait s'éloigner. Maintenir des limites professionnelles était essentiel pour survivre à cet arrangement avec sa dignité intacte. Pourtant, dans ce moment, la curiosité et quelque chose de plus profond annula sa prudence. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce n'était pas le baiser exigeant qu'elle aurait pu attendre de lui. Au lieu de cela, c'était hésitant, presque doux, jusqu'à ce que Céleste réponde. Alors il se transforma, s'approfondissant avec une intensité qui la laissa sans souffle. Ses mains l'attirèrent plus près, et les siennes trouvèrent leur chemin vers le plan solide de sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. Le baiser se termina aussi soudainement qu'il avait commencé, avec Étienne se retirant, sa respiration inégale. « Cela n'aurait pas dû arriver, » dit-il, bien que ses yeux suggèrent qu'il ne le regrettait pas. « Non, cela n'aurait pas dû, » admit Céleste, essayant de se ressaisir. « Je travaille pour vous, cela complique les choses. Je n'ai jamais été quelqu'un à éviter les complications. » Sa voix était rauque. « Mais je ne forcerai pas cela, Céleste. Quoi que ce soit qui arrive entre nous doit être votre choix, pas partie de notre contrat. » La distinction était importante, vitale même, mais Céleste n'était pas prête à examiner ce que cela signifiait. Elle avait besoin d'espace pour penser clairement, loin de sa présence magnétique. « Je devrais partir, » dit-elle, rassemblant son portfolio. « J'ai des réunions avec les fournisseurs pour l'ameublement de la chambre demain. » Étienne n'essaya pas de l'arrêter, mais sa voix la suivit jusqu'à la porte. « Céleste, cela change les choses. » Elle s'arrêta, ne se retournant pas. « Je sais. » Cette nuit-là, seule dans son appartement pour la première fois en jour, Céleste arpentait sans repos. Le baiser repassait dans son esprit, sapant sa détermination à garder Étienne à distance émotionnelle. L'homme qui l'avait essentiellement fait chanter dans cet arrangement montrait des dimensions qu'elle n'avait pas anticipées. Vulnérabilité, intégrité et une douceur qui contredisait son image publique impitoyable. Plus troublant que le baiser lui-même était la réalisation qui avait commencé à se former dans les coins de son esprit. Ce qui avait commencé comme une obligation évoluait vers quelque chose qu'elle pourrait actuellement choisir, étant donné la liberté de le faire. Une pluie de printemps battait les fenêtres du penthouse d'Étienne, alors que Céleste arrangeait les touches finales dans son salon nouvellement redessiné. L'espace avait été transformé de son ancienne élégance stérile en quelque chose de chaleureux et sophistiqué. Murs charbon accentués de cuivre bruni, meubles qui invitaient à la conversation et art soigneusement sélectionné qui révélait plus sur son propriétaire qu'il ne permettait typiquement au monde de voir. Céleste plaça le dernier livre sur l'unité de rayonnage sur mesure qu'elle avait conçue autour de sa collection d'éditions premières.
Derrière elle, elle entendit les portes de l'ascenseur s'ouvrir et les pas distinctifs d'Étienne traverser le hall de marbre. « Bienvenue à la maison », appela-t-elle, ne se retournant pas. Juste à temps pour la grande révélation. Quand il ne répondit pas, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Étienne se tenait immobile, examinant l'espace avec une expression indéchiffrable. Son costume était inhabituellement froissé, sa cravate desserrée, signe d'une journée difficile. « Si vous détestez cela, nous pouvons changer n'importe quoi », offrit Céleste, soudain incertaine. Étienne marcha lentement à travers la pièce, faisant courir ses doigts le long du dos d'un fauteuil en cuir, examinant l'éclairage subtil qu'elle avait installé pour mettre en valeur des caractéristiques architecturales précédemment perdues dans l'ombre. « Vous avez créé un foyer », dit-il finalement, sa voix silencieuse. Pas seulement une vitrine. C'était le but. Céleste retint son souffle. « Est-ce que cela vous ressemble ?» Étienne se tourna pour lui faire face pleinement. « Cela ressemble à qui je pourrais être », répondit-il, avec une candeur surprenante. « Si j'étais quelqu'un de différent. » Quelque chose dans son ton fit traverser la pièce à Céleste vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il hésita avant de répondre. Mon père a appelé. Dans les 2 mois où ils se connaissaient, Étienne n'avait jamais une fois mentionné son père. Céleste savait de ses recherches que Vincent Delacroix était un magnate immobilier notoire avec une réputation d'impitoyabilité qui faisait ressembler son fils à un bienveillant par comparaison. Il veut fusionner nos entreprises. Le rire d'Étienne n'avait aucun humour. Après 15 ans de reconnaître à peine mon existence, il voit soudain la valeur dans ce que j'ai construit. Et vous ne voulez pas la fusion, devina Céleste. J'ai construit Delacroix Entreprises de rien, spécifiquement pour prouver que je n'avais pas besoin de son nom ou de son argent. Sa mâchoire se resserra. Mais le refuser vient avec des conséquences. Quel genre de conséquences? Le genre qui pourrait défaire tout pour quoi j'ai travaillé. Étienne desserra sa cravate davantage, la jetant de côté avec une insouciance inhabituelle. Il ne fait pas de menaces vides. Céleste hésita avant de demander « Est-ce pour cela que vous êtes si… » Elle s'interrompit, incertaine de comment l'exprimer. Froid, calculateur, prêt à utiliser les faiblesses des gens contre eux. Étienne fournit avec un sourire amer. L'héritage de la famille Delacroix. Ce n'est pas tout ce que vous êtes, dit doucement Céleste. Les yeux d'Étienne rencontrèrent les siens, et pour une fois, ses murs soigneusement construits étaient baissés. Elle y vit l'épuisement et une vulnérabilité qu'il gardait impitoyablement cachée. Qu'est-ce que je suis alors, Céleste? L'homme qui vous a essentiellement fait chanter dans la servitude. Vous êtes l'homme qui a donné une seconde chance à mon père, répondit-elle, qui emploie des centaines de personnes et se souvient de leurs anniversaires, qui regarde l'art et voit l'émotion derrière. Elle fit un pas délibéré plus près. Et oui, vous êtes aussi exigeant et contrôlant et frustrant complexe. Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Pas exactement une approbation éclatante. C'est une honnête. Céleste tint son regard. Et l'honnêteté est votre règle, rappelez-vous? Quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Une tension palpable qui s'était construite depuis leur baiser dans la salle de conférence 3 semaines plus tôt. Ils avaient maintenu une distance prudente depuis, à la fois professionnelle et physique, mais le courant sous-jacent demeurait. « Je dois vous demander quelque chose, » dit Étienne, sa voix tombant plus bas. « Et j'ai besoin de la vérité. » Céleste hocha la tête, son pouls s'accélérant. « S'il n'y avait pas de contrat entre nous, si vous étiez complètement libre de partir, resteriez-vous » La question la prit au dépourvu. « Pourquoi me demandez-vous cela maintenant ?» Parce que je me trouve me soucier de votre réponse plus que je ne le devrais. Son admission semblait lui coûter. Plus que ce qui est sage. Céleste considéra de détourner mais trouva qu'elle ne pouvait pas. Pas quand il la regardait avec une telle honnêteté brute. « Il y a 2 mois, j'aurais couru aussi vite et loin que possible, » admit-elle. « Mais maintenant… » Elle prit une respiration tremblante. « Maintenant, je pense que je pourrais rester. » Étienne ferma la distance entre eux, sa main venant caresser son visage. « C'est une admission très dangereuse, Céleste. »« Je sais, chuchota-t-elle. »
Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y avait pas d'hésitation, pas de test doux des limites. Sa bouche réclama la sienne avec une faim qui égalait la tempête qui faisait rage dehors, et Céleste répondit de même, ses mains glissant sur sa poitrine jusqu'à la nuque. Ils reculèrent, jusqu'à ce que Céleste sente la bibliothèque contre son dos. Les mains d'Étienne parcouraient son corps, avec une intention possessive, et elle se cambra dans son toucher, toute raison temporairement abandonnée. Quand ils se séparèrent, respirant lourdement, Étienne reposa son front contre le sien. « Dites-moi d'arrêter, » murmura-t-il, « et je le ferai. » Céleste savait qu'elle devrait. Cela compliquait leur arrangement au-delà de toute mesure, franchissant une ligne qui ne devrait pas être franchie. Pourtant, la vérité était, elle ne voulait pas qu'il s'arrête. « N'arrêtez pas », chuchota-t-elle contre ses lèvres. La foudre illumina la pièce, alors qu'Étienne la soulevait, ses jambes s'enroulant instinctivement autour de sa taille, alors qu'il la portait vers sa chambre. La pièce qu'elle avait conçue pour lui, mais n'était jamais entrée. Des heures plus tard, alors que la tempête se calmait dehors et Céleste gisait blottie contre la poitrine d'Étienne, la réalité commença à s'immiscer dans leur évasion momentanée. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» demanda-t-elle doucement, traçant des motifs sur sa peau. Les doigts d'Étienne peignaient doucement ses cheveux. Maintenant le contrat change. Céleste se tendit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je le déchire. » Sa voix était résolue. « La dette de votre père est effacée. Vous êtes libre de partir quand vous choisissez. » Céleste se poussa sur son coude pour regarder son visage. « Comme ça ? Comme ça. » Son expression était sérieuse. « Je ne vous veux pas ici à cause de la coercition, Céleste. Je vous veux ici parce que vous choisissez d'être. » La réalisation de ce qu'il offrait, liberté authentique, la laissa momentanément sans voix. C'était la dernière chose qu'elle avait attendue d'un homme dont la vie était construite sur des contrats en acier et le pouvoir utilisé comme levier. « Et si je choisis de rester ?» demanda-t-elle finalement. Quelque chose comme l'espoir scintilla dans les yeux d'Étienne. « Alors nous découvrons cela ensemble. Pas de contrat, pas d'obligation. Juste deux personnes voyant où cela mène. » Céleste étudia son visage, cherchant tout signe de manipulation ou d'arrière-pensée. N'en trouvant aucun, elle prit une décision qui changerait tout. « Je reste, » dit-elle simplement. « Pas pour mon père, pas pour un contrat, pour ceci, quoi que ce soit entre nous. » Étienne l'attira vers le bas pour un baiser qui ressemblait à une promesse. « Je devrais vous avertir, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je suis toujours difficile et exigeant. » Céleste sourit. « Et je suis toujours têtue et franche. » Cela devrait être intéressant. Alors qu'elle se réinstalla contre lui, Céleste réalisa que ce qui avait commencé comme le choix le plus difficile de sa vie s'était en quelque sorte transformé en le plus facile. L'homme qui avait une fois représenté tout ce qu'elle méprisait avait révélé des couches qu'elle n'avait jamais attendues, et en le faisant, avait trouvé son chemin au-delà de toute défense qu'elle avait construite. Demain apporterait de nouveaux défis. Le père d'Étienne, leur relation professionnelle, les chuchotements qui suivraient inévitablement quand leur relation changée deviendrait publique. Mais ce soir, dans le sanctuaire qu'elle avait conçu pour lui, ses préoccupations semblaient distantes et gérables. Le vrai miracle n'était pas qu'elle soit tombée amoureuse d'Étienne Delacroix contre toute attente. C'était que d'une façon ou d'une autre, impossiblement, il était tombé amoureux d'elle aussi. 6 mois jour pour jour après que Céleste ait signé le contrat qui changea sa vie, elle se tenait sur le balcon du penthouse d'Étienne, maintenant le leur, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon parisien en teintes d'or et de cramoisi. Tant de choses avaient changé. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir sur le voyage qui l'avait amenée ici. Son entreprise d'architecture d'intérieur avait prospéré, grâce en partie aux connexions d'Étienne, mais principalement grâce à son talent indéniable. La rénovation du siège corporatif de Vincent Delacroix, un projet qui l'avait initialement terrifié, avait catapulté sa firme dans les plus hauts échelons du monde du design parisien. Plus surprenant était comment sa relation avec Étienne avait évolué. L'homme d'affaires, contrôlant et froid, n'avait pas entièrement disparu. Ce cœur d'acier restait essentiel à sa nature, mais à côté de cela,
avait émergé un partenaire capable de tendresse, de vulnérabilité et même de spontanéité occasionnelle. Pensée profonde? La voix d'Étienne interrompit sa réflexion alors qu'il la rejoignait, lui tendant un verre de vin. « Je me souviens juste comme les choses étaient différentes il y a 6 mois, répondit Céleste, acceptant le verre. Quand je pensais que vous étiez l'ennemi. Le sourire d'Étienne était ironique. J'étais l'ennemi, juste pas celui que vous attendiez. Le vrai ennemi était l'Assomption, le corrigea-t-elle. La mienne sur vous, la vôtre que la connexion était une faiblesse. Une leçon que j'apprends encore, admit-il, glissant un bras autour de sa taille. Bien que certains diraient que je me suis ramolli. Céleste rit. Quiconque a été témoin de votre négociation avec Montclair hier n'oserait suggérer cela. Cela avait été un affichage magistral. Après des mois de manœuvres stratégiques, Étienne avait orchestré un scénario où Philippe Montclair était forcé de s'excuser publiquement pour avoir répandu des rumeurs sur les pratiques commerciales d'Étienne et puis vendre ses parts restantes dans Delacroix Entreprises à une remise significative. C'était des affaires, dit Étienne avec dédain. Parlant de quoi, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Son ton soudain sérieux fit se tourner Céleste pour lui faire face entièrement. Cela sonne omineux. Pas omineux, en retard. Étienne prit son verre de vin, le mettant de côté avec le sien. « Votre père m'a appelé ce matin. » Céleste se tendit. Bien que Pierre Moreau ait été blanchi de toute charge, leur relation restait tendue. Il avait déménagé dans le sud de la France pour reconstruire sa vie, gardant le contact minimal. Honteux, suspectait Céleste de la position que ses actions l'avaient déplacé. « Qu'est-ce qu'il voulait » demanda-t-elle prudemment. « Ma permission, » répondit Étienne, son expression indéchiffrable. « Votre permission pourquoi ?» Au lieu d'expliquer, Étienne atteignit sa poche et s'abaissa sur un genou. Le soleil couchant attrapa le diamant dans sa main, envoyant des prismes de lumière dansant sur le visage stupéfait de Céleste. « Il y a 6 mois, je pensais acquérir un actif, » dit-il doucement. « Au lieu de cela, j'ai trouvé la seule personne qui me voit. Vraiment me voit, et m'aime quand même. » Les yeux de Céleste se remplirent de larmes. « Étienne, vous avez transformé ma maison, ma société, ma vie. Non pas parce qu'un contrat l'exigeait, mais parce que c'est qui vous êtes. Vous trouvez le potentiel là où les autres ne voient que la surface. » Sa voix devint rauque avec l'émotion rarement affichée. « Je vous aime, Céleste Moreau. Pas pour ce que vous pouvez faire pour moi, mais pour qui vous m'avez aidé à devenir. » Le cœur de Céleste se sentait trop plein pour sa poitrine. Les émotions overwhelming sont composure habituelle. « J'ai une fois cru que l'amour était un handicap, » continua Étienne. « Vous avez prouvé que c'est le plus grand actif que je pourrais jamais acquérir. » Il sourit à son propre choix de mots. « Les vieilles habitudes meurent dures. » Céleste rit à travers ses larmes. « Voudrez-vous m'épouser » demanda-t-il simplement. « Pas à cause de toute obligation ou contrat, mais parce que vous choisissez ceci, choisissez nous, chaque jour en avant. » Céleste n'hésita pas. « Oui » chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui » Alors qu'Étienne glissa la bague sur son doigt et se leva pour la rassembler dans ses bras, Céleste eut un moment de clarté parfaite. Ce qui avait commencé comme coercition s'était transformé en le choix le plus libre qu'elle ait jamais fait. Plus tard, ce soir-là, alors qu'ils célébraient avec du champagne et des plans pour l'avenir, le téléphone de Céleste vibra avec un message. C'était de son père, la première communication directe en moi. « Il m'a dit que vous avez dit oui. Je n'ai jamais été plus reconnaissant pour ma plus grande erreur. Elle vous a donné à quelqu'un digne de vous. Si vous le permettez, je serai honoré de faire partie de votre jour de mariage. » Céleste montra le message à Étienne, qui hocha la tête pensivement. « Les actions de votre père vous ont amené à moi, » dit-il. « Je ne peux pas le regretter, même si les moyens étaient peu orthodoxes. » Certains pourraient appeler cela le destin, suggéra Céleste, se nichant contre lui sur leur canapé, la seule pièce de mobilier qu'elle avait insisté pour garder de son décor original. « Je ne crois pas au destin, » contredit Étienne, ses doigts traçant des motifs sur son épaule. «
Je crois à reconnaître la valeur quand vous la voyez, même si elle vient dans des paquets inattendus. Comme c'est romantique, taquina Céleste. Je travaille dessus. Son sourire était tendre, alors qu'il inclinait son visage vers le sien. Nous avons une vie entière pour que je m'améliore. Alors que ses lèvres rencontrèrent les siennes, Céleste réfléchit sur le contrat qui n'existait plus, mais avait irrévocablement changé leurs deux vies. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait, mais tous deux avaient désespérément besoin. Preuve que même le cœur le plus soigneusement contrôlé pouvait être inopinément réclamé. Le contrat était rempli, mais leur histoire ne faisait que commencer. Un an plus tard, le gala annuel de la Fondation de la Croix battait son plein. La salle de bal de l'immeuble Montclair rénové, maintenant la Tour de la Croix, transformée en un pays des merveilles élégants qui reflétait l'esthétique de design distinctive de Céleste. Au centre de tout cela, Étienne Delacroix, notoire pour son ancienne aloufness à de tels événements, riait ouvertement, alors que sa femme de 6 mois partageait une plaisanterie avec un groupe de leurs amis les plus proches. « Je n'ai jamais pensé voir le jour », commenta Christophe Lemaire, approchant Étienne avec 2 verres de whisky. Delacroix le brutal, complètement apprivoisé. Étienne accepta le verre avec un hochement de tête de remerciement. Pas apprivoisé, Christophe. Évolué. À travers la pièce, Céleste croisa son regard et sourit, ce sourire privé qui faisait encore battre son cœur. Elle s'excusa de sa conversation et se dirigea vers son côté, glissant sa main dans la sienne. « Votre père vient de faire un don très généreux », l'informa-t-elle. Étienne haussa un sourcil. « Essayant d'acheter son chemin dans nos bonnes grâces, encore ?»« Actuellement, » dit Céleste, « il a spécifiquement demandé que les fonds aillent vers le programme de bourse d'études pour les enfants d'employés. Dit qu'il était temps que l'héritage de la Croix représente quelque chose de plus que l'acquisition impitoyable. »« Les merveilles ne cessent jamais, » murmura Étienne, véritablement surpris. « Parlant de merveilles, » chuchota Céleste, se levant sur la pointe des pieds pour atteindre son oreille. « J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que même un milliardaire ne pourrait acquérir par des canaux normaux. » Étienne se tourna vers elle, la curiosité piquée. « Et cela est ?» Les yeux de Céleste scintillèrent avec des larmes joyeuses. « Dans environ 7 mois, Delacroix Entreprise aura un nouvel héritier. » Pour peut-être la première fois dans sa vie publique, Étienne Delacroix fut rendu complètement sans voix. Alors, sans égard pour les centaines d'invités les entourant, il balaya sa femme dans ses bras, la faisant tourner dans un cercle de bonheur pur et non retenu. Alors qu'il la reposait, berçant son visage dans ses mains, Étienne réalisa la vérité ultime de leur voyage. Le contrat qui avait amené Céleste dans sa vie avait été la plus grande erreur et la plus grande bénédiction de son existence. Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires s'était transformé en la seule chose que sa richesse ne pourrait jamais acheter, un amour librement donné, sans terme ou condition. À la fin, le milliardaire qui avait une fois acheté 6 mois de la vie d'une femme avait été plutôt acheté lui-même, non pas avec de l'argent ou du pouvoir ou de la coercition, mais avec la simple monnaie de compréhension, pardon, et amour.